Bonjour à tous. Donc pour se remettre en jambes, on va se faire l'écho des ateliers d'hier. Donc là, l'objectif n'est pas de faire une synthèse. Les rapprocher. Je me rapproche. Ouais, L'objectif n'est pas de faire une synthèse exhaustive et précise du déroulé de chacun des ateliers. On m'entend toujours pas. je pense que s'il continue Et à je parler, pense que oui, voilà, si je continue à parler, les micros vont être réglés. Voilà, donc une petite remise en jambe pour ce matin avec l'écho des ateliers d'hier après-midi. Donc là, l'idée n'est pas du tout de faire un compte-rendu exhaustif de tout ce qui s'est passé, mais plutôt de voir un petit peu les questionnements un peu essentiels qui ont surgi de ces ateliers. Hier soir, les animateurs d'ateliers ont donc se sont vus pour se faire l'écho effectivement de tout ce qui s'est passé, et on a dégagé 3 grandes lignes de force des choses qui se sont dites hier. Donc il y a des choses qui se sont dites sur la posture de l'enseignant, d'une part, d'autres choses qui se sont dites aussi autour des rapports au savoir, on va en parler, et enfin sur la question de l'inter et de la transdisciplinarité. Donc d'abord avec Benoît Skouratko, cette question de la posture de l'enseignant. Voilà, qu'est-ce qui a surgi des différents ateliers hier? Alors, en croisant hier soir les différents ateliers croisés, c'était donc d'une complexité extrême, on s'est rendu compte qu'apparaissait à chaque fois, en tout cas, a été évoquée toujours la question de la posture de l'enseignant. Alors, en mettant enseignant, c'est un peu réducteur, puisqu'il y a aussi la posture du formateur, ou aussi de celui qui est animateur ou qui accompagne un groupe institutionnel. Cette posture de l'enseignant, elle ne renvoyait pas uniquement, justement, dans le rapport au savoir, de savoir si on est transmetteur, accompagnateur ou expert. Ça allait beaucoup plus loin. On se rendait bien compte dans ce qui a été partagé que la posture de l'enseignant, elle interrogeait ici fortement la place du corps de l'enseignant qui fait corps avec les personnes à qui il s'adresse. Alors si M. Autier hier a évoqué la fameuse phrase d'Hegel qui dit qu'il n'y a pas plus concret qu'un concept, mais il n'y a pas plus concret et vivant qu'un enseignant et qu'un corps, qu'est l'enseignant, et le corps des élèves. Ce corps, il s'inscrit bien dans un espace-temps, et dans l'espace de la classe, ou en tout cas dans l'espace dans lequel il va y avoir apprentissage. Et ce qui a été évoqué clairement, c'est que dans les postures d'apprentissage, il y avait à la fois une scénographie qui était proposée aux apprenants, qui développait, en tout cas dans ce qui était dans les différents ateliers, hein. On est d'accord que ce n'est pas un cas partout dans toutes les situations d'apprentissage, mais dans ce qui a été proposé dans les ateliers, ce qui a été travaillé, c'est une forme de mise en scène, de scénographie, d'animation, qui n'est pas uniquement un jeu, même si des fois il peut y avoir le plaisir, parce que le mot plaisir est revenu plusieurs fois, plaisir d'apprendre, plaisir d'échanger, de partager. Mais l'idée, c'était de proposer des activités, des situations dans lesquelles on expérimente. Et souvent, c'est l'enseignant qui a déjà expérimenté, qui a tâtonné, qui a cherché et qui propose cette même démarche à l'apprenant. Cette démarche, elle se fait dans un cadre, il y a tout le rapport au cadre, qui renvoie aux questions du programme, alors ce sera évoqué plutôt par Philippe par la suite, mais un cadre dans lequel on a une grande liberté, une liberté qui est quand même toutefois cadrée, balisée, étayée et référencée. L'idée, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Et ça propose un chemin qui est, même s'il est balisé, on prend le risque, puisque le mot risque est revenu plusieurs fois, on prend le risque que le chemin emprunté puisse amener l'apprenant à un moment donné à un carrefour et ne choisisse pas forcément l'axe qui aurait été choisi. Donc c'est aussi se laisser étonner. Posture de l'enseignant, la capacité de se laisser étonner et d'accueillir ce que l'autre peut amener justement dans le canevas ou la scénographie qui a été proposée. Ça nous renvoie ici à la question de la posture de l'enseignant qui est à la fois observateur, parce qu'à chaque fois c'est ce qui est revenu dans les différents ateliers, cette capacité d'observation, d'écoute. Il est accompagnateur, il est à la fois animateur, chercheur, innovateur et créateur. Et ça par un savant jeu de miroir qui pourrait s'expliquer bien plus longuement. Ça développe chez l'autre, celui qui apprend ou qui est en situation d'apprentissage, des compétences, et quelque part, ces mêmes compétences, celles d'observer, d'accompagner, chacune se joue chez l'autre. Et ici, on voit bien que ça fait écho avec les conférences qu'on a eues hier matin sur la question de la reliance,
de l'émergence créative qui ont été évoquées par les deux conférenciers du matin, et puis aussi ce temps de vivre des temps citoyens où il y a débat, échange, et où la parole permet de nommer ce qu'on découvre, nommer ce que l'autre me dit, et aussi désigner ce que j'apprends. Et tout ça, ça amène, tout cela amène à cette question du plaisir d'apprendre, qui est revenu à chaque fois, plaisir d'échanger. Et ça nous interroge, et pour faire le lien avec ce que disait Pascal Balmant hier matin aussi, cette question, est-ce que toutes ces postures d'enseignants ne permettent pas justement de réenchanter l'école, et au-delà de réenchanter l'école, de réenchanter le rapport au savoir? Merci. Alors, autre ligne de force qui ont traversé plusieurs ateliers hier, la question du rapport au savoir, justement. Philippe Cabrol. Merci. Alors effectivement, à travers les différentes interventions, tant des animateurs d'ateliers que des participants, c'est dessiné la façon dont s'articulent les savoirs, le rapport au savoir et les apprentissages. Alors nous avons perçu au niveau des ateliers combien il était important et nécessaire de tenir compte des savoirs explicites qui sont véhiculés par les programmes, tant que des savoirs implicites, voire cachés, et qui sont très souvent chargés de valeurs qui s'y trouvent associées. Alors je vous propose de vous amener dans un voyage autour du rapport au savoir. Et je commencerai par une petite histoire. Un chevalier errait pour entrer chez lui. Et au détour d'un chemin, il se retrouve dans une carrière à ciel ouvert. Et dans cette carrière travaillent des centaines et des centaines d'ouvriers. Il croise un premier ouvrier auquel il pose la question suivante. « Que fais-tu, brave homme ?» « Tu le vois bien, lui répond l'ouvrier, je casse des cailloux. » Au second, il va poser la même question. Le second ouvrier lui répond, je travaille pour nourrir ma famille. Il voit un troisième ouvrier. « Que fais-tu, brave homme ? » « Je bâtis une cathédrale, » lui répond le troisième ouvrier. Ces trois carriers font le même travail, mais nous pouvons dire qu'ils donnent un sens différent, chacun à ce travail. Pour l'un, casser des pierres, c'est une action, et c'est une action certainement aliénante. Pour le second, son action gagne en crédit par rapport à un projet, parce qu'elle s'inscrit dans un projet, celui de nourrir sa famille. Et le troisième donne un sens à son travail. Si nous transposons cette situation à l'école, que pouvons-nous dire par rapport à nos élèves? Quand nos élèves travaillent, est-ce qu'ils s'enthousiasment ou au contraire, est-ce qu'ils ont le sentiment d'être au bagne? Quand nos élèves travaillent, est-ce qu'ils s'émerveillent? Est-ce qu'ils sont ravis de la découverte de l'inconnu? Alors, quelles sont les faces du savoir qu'on peut considérer? Je dirais d'abord qu'il y a une phase opératoire. C'est celle qui sert à résoudre des problèmes. Une phase discursive, celle où on va plutôt poser les questions, mais les questions qui vont mettre les vérités des autres en discussion. Alors, lequel de ces rapports est important et prédomine à l'école? Moi, il me semble qu'on ne peut y répondre que si on observe les pratiques pédagogiques, et c'est ce que nous avons fait hier dans des ateliers. Pratiques pédagogiques ordinaires, les savoirs et les rapports au savoir, que ces pratiques mettent en jeu. Ce qui permet aujourd'hui de nous demander comment articuler les rapports au savoir, les rapports présents dans l'espace social, tant ceux des élèves que ceux des enseignants, que ceux des formateurs. Les réponses sont apportées par des essais d'une pédagogie différenciée, mais ces essais n'évacuent pas le problème. Comment faisons-nous pour transformer, je dirais, une somme d'individus en un collectif solidaire, en un collectif dynamique qui offre des occasions de progresser, des occasions de faire de la classe une communauté? Et nous voyons bien qu'à travers le rapport au savoir, c'est toute la problématique du sujet qui émerge. Le sujet dans son rapport à la connaissance, au soi apprenant, à l'autre, au monde. Et tous ces rapports sont revisités. Qu'est-ce que nous pourrions dire aujourd'hui du savoir qui est sans cesse renouvelé du fait de l'évolution de l'agent I face à l'ère numérique? Alors, nos élèves vont souvent sur des sites, notamment un site qui s'appelle y-penser.
mais sites que nous ne connaissons pas forcément. Donc. Que voit-il sur ces sites? Et cet agent I, est-ce qu'il va davantage s'intéresser à la qualité ou à la quantité des connaissances? Et est-ce que je dois continuer, est-ce qu'il doit continuer son chemin, sa route, son horizon, en approfondissant son rapport au savoir, ou au contraire, creuser un aspect particulier? Est-ce qu'il faut stabiliser à ce moment-là, dans le temps, nos savoirs? Ou tout simplement, comme font souvent nos élèves, surfer sur des banques de données, et sur ces banques, nous n'enregistrons que l'écume des connaissances. Qu'est-ce que le rapport au savoir? C'est une relation, elle est émotive, elle est subjective, elle est intime, elle n'est jamais neutre quand nous choisissons des textes à travers les élèves. Quelle vision voulons-nous faire transparaître à partir de ces textes? Mais toujours est-il que le rapport au savoir, il est toujours contextualisé, il est toujours évolutif. Qu'est-ce qu'il me permet? De développer le sens versus les valeurs? Qu'est-ce qu'on en retire du progrès, de l'intérêt, de la mobilisation ou toute autre chose? Mais est-ce que l'école n'est pas un des meilleurs moyens, je dirais, de décupler la faculté d'interpeller le monde? Bien que, si nous regardons sa façon de fonctionner aujourd'hui, il n'y a que des maillages dans lesquels nous traversons des couloirs, nous traversons des salles de cours, nous allons dans des labos, nous allons dans des salles informatiques, et chacun est un compartiment du savoir. Et tous ces compartiments ne diminuent-ils pas, l'envie de découvrir? Alors sommes-nous face à des savoirs parcellisés, cloisonnés, des savoirs du dedans, des savoirs du dehors? Et surtout, les savoirs ne sont-ils pas des savoirs encastrés dans des grilles de référentiels qui sont soit étroits, soit trop larges, dans un souci de communiquer en transparence aux élèves? Et là, je me permettrai de vous dire que ce rapport au savoir, il développe moins de frissons que de bâillements. Aujourd'hui, un nouveau rapport au savoir? Alors, pour s'en convaincre, regardons bien que les savoirs sont des ressources. Ressources qui nous permettent d'identifier, de résoudre des problèmes, et ce au bon moment. En pensant d'une logique de la transmission frontale à une logique d'entraînement, à une logique d'appropriation. Oui, ce rapport au savoir n'est jamais mineur. Sommes-nous capables d'accepter de faire des cours chaotiques, avec des hésitations, avec des incomplétudes, mais propres au cheminement de l'action et du savoir des élèves? L'appréciation que tout enseignant, que tout formateur porte sur le rapport au savoir, n'est-ce pas la manière personnelle qu'il a lui-même d'appréhender le savoir, sa façon de travailler sur les programmes, sa liberté pédagogique, ses approches de terrain, sa façon de formuler des hypothèses? Et tout ceci joue sur un jeu de rapport au savoir avec l'élève. Pour conclure, je vais oser une comparaison. Je vais vous dire, et si le rapport au savoir ressemblait à la théorie des autotamponneuses? Sur une autotamponneuse à une fête foraine, je m'amuse à heurter les voitures en face. Ça donne rien. Mais par contre, quand j'ouvre la portière de la voiture, je donne un lift à un autre chauffeur. Et le rapport au savoir, c'est une relation. Alors pour que l'apprentissage soit possible, bien, établissons d'abord la relation. Mais cela pose aussi d'énormes questions, j'en retiendrai une seule. Dans l'institution, quels sont les espaces pour ouvrir, pour nourrir la réflexion, pour permettre aux enseignants de se distancier par rapport au savoir et pour s'interroger sur leur rapport au savoir?
Quel espace dans l'institution ouvrir pour nourrir la discussion, le débat, qui permettent la clarification où pourraient s'articuler les savoirs, la rencontre des personnes et leurs témoignages pour construire ensemble un positionnement éclairé. Merci. Donc le rapport au savoir, la posture de l'enseignant et aussi Thierry Chevalier, la question de l'inter et la transdisciplinarité. Alors, la question qui était posée dans la plupart des ateliers, c'est la suivante. Peut-on ou doit-on former à la à la à l'interdisciplinarité? Et au-delà de cette question, comment peut-on le faire dans les différents lieux de formation? Alors pourquoi former à cette pluridisciplinarité? Tout d'abord pour offrir un espace de résistance. L'espace de résistance qui va me permettre de se poser la question, est-ce que les savoirs sont compatibles, tous les savoirs académiques sont compatibles pour une thématique donnée? Ça peut également interroger l'utilité de certains savoirs. Ça peut autoriser une liberté de penser et surtout la question de faire des choix pédagogiques, didactiques et repousser les contraintes académiques des programmes. Et là, on rejoint ce que Michel Authier disait hier. La question de l'inter, de la trans, de la pluridisciplinarité permet de questionner l'expertise de l'enseignant, et notamment l'enseignant second degré, souvent ou trop souvent monodisciplinaire. Je dois être capable de positionner les savoirs pour renforcer mon expertise et les positionner face à d'autres prises de parole. Peut-on construire des binômes atypiques? Il a été évoqué la question du prof d'art et du prof de physique. Et est-ce que cela permet de modifier la perception d'un savoir? Peut-on faire questionner des disciplines ensemble? Et est-ce que faire fonctionner des disciplines ensemble ne remet pas en cause mon expertise? Enfin, troisième point, être inter, transdisciplinaire permet d'entraîner à la lecture de la complexité. Tout seul, je ne peux pas aborder un problème complexe, une thématique complexe. Je dois nécessairement aller vers des connaissances partagées. Et comment est-ce que l'institution, comment est-ce que la formation me permet d'aller vers des connaissances partagées? La formation doit favoriser une pluralité de chemins pour construire une vision différente. Et je finirai sur l'image comme le physicien qui observe ces particules dans des accélérateurs. Est-ce qu'on peut construire une lecture quantique d'un objet de savoir? C'est-à-dire permettre, grâce à des outils, grâce à des méthodes diverses, d'avoir des images différentes d'un objet de savoir de manière à mieux en saisir la complexité. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite ajouter quelque chose? Non? Écoutez, merci. C'est jamais facile de se faire l'écho d'ateliers. J'ajouterais quand même qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé là ce matin, mais dont j'ai beaucoup entendu parler hier soir dans les remontées d'ateliers, c'est la dégustation qui a eu lieu dans l'atelier sur les langues étrangères. Voilà. Donc je voulais le mentionner. En même temps, quand je dis que vous n'en avez pas parlé, c'est pas tout à fait vrai, parce que quand vous avez parlé du plaisir d'apprendre et d'échanger, voilà, c'était bien de ça dont il s'agissait, effectivement, voilà, et de goûter au savoir. Et là, effectivement, comme tous les ateliers hier, c'était des expériences de ce dont vous avez parlé, et pas forcément des discours sûrs. Donc, je crois que les ateliers ont montré qu'effectivement, voilà, ils étaient réussis, parce que tout ce dont vous avez parlé a surgi justement de ces expériences. Merci beaucoup.